Que s'est-il passé sur le fonds France d'indépendance AM? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Peut-être. On commence tout de suite avec le rapport de gestion de juillet 2025 qui porte sur le mois de juin 2025, évidemment. Allez, donc on est sur un fonds donc on rappelle, c'est un fonds qui est spécialisé sur les small caps françaises et européennes. Donc c'est plutôt orienté France. Il y a quelques lignes européennes. On est sur une performance qui est très bonne sur la longue durée, 4750%, contre l'indice de référence qui est à 700%. Donc excellent, stratégie value qui fait ses preuves encore sur la durée. Donc on bat largement l'indice de référence. On fait du... depuis le début de l'année, on fait du 20%, donc excellent, contre 12% sur le CAC Mid and Small. Excellent. Sur le mois de juin, bon, c'est un peu, à mon avis, ils sont pas trop foulés sur le commentaire de gestion. Voilà, ils ont renforcé TF1 et bon, voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Bon, pas grand-chose à signaler là-dessus. Les ratios clés, donc ici, on vérifie qu'on est toujours value sur les lignes du portefeuille et c'est le cas, hein. Donc il faut regarder la médiane, c'est plus intéressant que la moyenne. En médiane, on a alors on n'a pas de décote sur ActiveNet, hein, c'est pas un fonds deep value, même s'il y a quelques lignes qui sont un peu dans cette optique-là, mais on est plutôt un fonds value, donc un ratio court-bénéfice qui est à 10,5. Un rendement du dividende qui est à 3,3%, ce qui n'est pas vraiment un point d'intérêt pour le fonds, hein, mais ce qui compte, c'est la valorisation. 10,5, voilà, c'est pas hyper cher, hein, donc évidemment, le benchmark, il est à 17,4, donc trop cher, et c'est pour ça que le benchmark, il n'est pas exceptionnel, alors que ça marche très bien sur Indépendance AM, cette stratégie valorisation faible. Les principales variations, Moulinvest. Finalement, c'était Moulinvest, c'est un dossier qui traînait un peu au fond du portefeuille d'Indépendance AM et qui se réveille un peu. Donc 26,5 de perf, ça c'est pas mal. Trigano, bonne publication, donc presque 15% de perf. Swordgroup, ça c'est intéressant, 12,4%. On se reprend sur les ESN. Ça y est, ça commence, hein, il y a enfin le remont, donc ça c'est bien. Compagnie des Alpes, nouvelle position et ça a bien, dès le début, ça va bien performer, hein, 12%. Donc Compagnie des Alpes, c'est une boîte qui sort souvent sur mon Spinner Value, donc très bien. Nexens, 10%, c'est une variation sans commentaire particulier. Alors sur SEB, on a des perspectives encore décevantes, c'est très lié. Donc SEB, c'est la consommation, moi je dirais quand même discrétionnaire. C'est pas du non discrétionnaire, hein, tout ce qui est électroménager, etc. Pour moi, on peut s'en passer. Donc c'est normal que comme le consommateur n'est pas en grande forme au niveau mondial, ils sont très exposés à la Chine également, donc une variation plutôt décevante. Théon International, c'est lié à la défense et ça commence à être beaucoup trop cher, hein, donc c'est normal qu'on se prenne des baisses assez significatives. Savencia, 9%, bon, après il y a du rien à signaler, hein, sur, quand on fait du 10-12%, c'est sur cette stratégie, c'est des choses qu'on peut voir de façon sans raison particulière, hein, donc Delta Plus, ça baisse un peu, Décuple également. Bon. Les variations de pondération, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est sur des lignes qui ont été renforcées ou allégées. Donc il y a un peu de ça, mais aussi des lignes qui se sont appréciées. Donc c'est un peu difficile de savoir pourquoi ça change. Mais en tout cas, on reste sur Technip Énergie, qui est la principale conviction du fonds, hein. Technip Énergie, moi j'aime bien, hein, on va aller voir ça après, mais c'est pas mal, hein. On a Elis aussi, qui est une bonne conviction, qui est partagée avec d'autres gérants, hein. Technip Énergie aussi, hein, il y a beaucoup d'autres gérants value qui l'ont. Nexens aussi, une belle petite valeur. Via les compagnies, on a une des cotes en bête sur, on va dire, sur l'ActiveNet, hein, puisqu'ils ont 3 participations, ils ont 3 activités qui sont valorisées moins cher que, en fait, elles sont valorisées moins cher collectivement que individuellement en sommant toutes les parties. Donc une des cotes. Score, là c'est un dossier que j'aime beaucoup moins. La réassurance, c'est pas de la bonne qualité pour moi. Rheinmetall, je pense que là c'est surtout qu'il commence à s'alléger, hein. Sur Rheinmetall, c'est très 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 chèrement valorisé. Dassault Aviation, je pense qu'il s'allège aussi, hein, mais c'est un peu la même optique. On est sur la défense qui a très très fortement monté. Metlen, donc là c'est une boîte grecque. J'ai du mal à voir où est la décote, franchement, sur ce dossier, mais eux ils ont fait le taf bien mieux que moi, donc je pense qu'ils savent pourquoi il y a une décote. Et ça a monté d'ailleurs, hein, ça a bien monté. Passé de 3,1 à 3,4. Soprasteria, ça j'aime bien, hein, Soprasteria, on met sur les ESN et ça va se reprendre les ESN. Ecoface, on est sur l'assurance, pareil, je suis pas un grand fan des assurances. Bon. On passe tout de suite sur la watchlist. Alors, je joue dans un format différent d'habitude où on va essayer de passer rapidement toutes les lignes du fonds en portefeuille. Comme ça, on verra un peu tout dans sa globalité. Donc, les colonnes comme d'habitude, hein, on va peut-être pas les passer à chaque ligne, hein. On va donner mon avis sur chaque ligne rapidement. On a le symbole de cotation boursière ici, le nom d'entreprise, l'industrie,
Capitalisation boursière en dollars, puisqu'on n'a pas en euros ici. Croissance du chiffre d'affaires, le multiple de valorisation par rapport au flux. Ici, il y a multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles. La rentabilité opérationnelle avec un rendement des fonds propres. Le rendement des capitaux investis, pardon. Le rendement des fonds propres, justement, ça c'est la rentabilité financière. Donc on regardera ça plutôt pour les assurances qui sont en portefeuille. Le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. Allez, on passe rapidement du coup chaque ligne. Rheinmetall, donc il commence à s'alléger, c'est beaucoup trop cher. Hein. Vous regardez, les multiples de valorisation sont très élevés et c'est parce que le marché anticipe une très forte croissance. De son propre aveu, il commence à être mal à l'aise avec une ligne si valorisée, donc il se laisse porter par le momentum, mais il vend l'ami William Higgins, il vend ses participations dans Rheinmetall et c'est normal, hein, il prend ses gains et une excellente performance, excellent choix. Dassault Aviation, c'est un peu le même topo. On est aussi, commence à être chèrement valorisé, hein, on a un peu de 28 là. Le rendement des capitaux investis, il est biaisé par la tonne de cash net qu'on a au bilan et en plus ils ont une participation dans Thales, hein, donc voilà, donc alors je sais plus si c'est toujours le cas, mais Dassault, je pense que c'est plus le cas. À un moment, il était valorisé moins que son cash plus la participation à Thales. C'est peut-être plus le cas maintenant. En tout cas, Dassault, beau parcours également, ça commence à être chèrement valorisé, il commence à s'alléger. Publicis Group, donc publication, je vous ai fait une vidéo dans la semaine là, sur la publication Publicis. Pour moi, elle est bien, cette publication. Le marché a sanctionné les perspectives qui me semblent correctes. Hein. Donc là, pareil, ils ont fait un carton sur cette boîte, mais elle n'est pas si chèrement valorisée. Hein. Elle reste raisonnablement valorisée. Donc je pense qu'il y a encore du potentiel sur Publicis. Le marché est trop gourmand, bonne rentabilité, pas trop de dettes. Ils font des acquisitions, donc ça fait un peu monter la dette ponctuellement. C'est un bon dividende qui est bien couvert par les free cash flow. Et c'est pas hyper chèrement valorisé. Donc moi, Publicis, je reste positif là-dessus. Allez, Rexed, c'est plutôt de la distribution de tout ce qui est équipement électrique. Donc on est sur une boîte qui a toujours un peu de croissance, c'est la croissance externe qu'ils font. Ça commence à être chèrement valorisé, enfin chèrement valorisé. C'est plus value pour moi. Hein. On est à 9 en VE sur EBITDA, c'est un peu cher. En 26 en PE, c'est aussi un peu élevé. La rentabilité est convenable, mais pas exceptionnelle. Et attention qu'il y a quand même un peu de dette sur Excel. Donc il faut voir comment ça évolue. Mais là, le PE, en fait, il vaut mieux regarder les prices free cash flow, hein, sur cette boîte qui fait plutôt de la croissance externe et qui dégage du flux maintenant. C'est pas si chèrement valorisé que ça. Pour moi, c'est plus value non plus, mais c'est pas hyper cher. Donc je pense qu'il peut le garder en portefeuille. Pour moi, il n'y a plus énormément de potentiel, mais vous avez un dividende qui est intéressant à 4,5%, avec des free cash flow au double des bénéfices nets. Donc ce dividende est complètement soutenable. Donc Excel, toujours positif. VAR Énergie, c'est un nouveau dossier. Donc ça doit être norvégien ou danois. Norvégien, je pense, hein, c'est du pétrole. On est sur des multiples qui sont très bas. Vous regardez 2 en VE sur EBITDA. C'est une boîte qui n'est pas cotée depuis très longtemps, parce qu'on n'a pas le chiffre d'affaires depuis 5 ans. On l'a depuis moins que ça. Donc la croissance, pardon. Bonne rentabilité, pas beaucoup de dettes. Donc bon petit dossier à aller creuser, VAR Énergie. Si vous voulez qu'on regarde ça, dites-moi en commentaire, on peut aller faire un focus. Ça a l'air intéressant. Indra Sistemas, donc là, on est sur un dossier défense espagnole. Ils commencent à être chèrement valorisés. Hein. C'est un dossier qui avait été un peu en retard par rapport aux autres de la défense. Et ça y est, ça a bien monté maintenant. Les multiples commencent à être un peu élevés. Donc le marché, évidemment, joue la croissance, le carnet de commandes qui grossit, la croissance à venir. On est sur une bonne rentabilité opérationnelle et pas beaucoup de dividendes. Maintenant, moi, je pense que c'est un peu trop tard sur Indra Sistemas. Technip Energy, donc moi j'aime bien ce dossier. On est sur de l'ingénierie pour l'industrie pétrolière et gazière. Donc c'est une boîte qui a un modèle d'affaires où on est en fait BFR négatif. Et c'est excellent. Hein, donc on collecte les acomptes clients pour faire les contrats. Donc on n'a pas besoin d'injecter de cash pour les activités, pour les opérations. Excellent. Bon, pas beaucoup de croissance, mais valorisation qui est faible, hein, très faible. Bonne rentabilité opérationnelle, cash net. Hein, alors c'est pas forcément le cash de l'entreprise, c'est le cash qu'elle doit utiliser pour faire les contrats, mais ça permet de générer des intérêts de placement. Donc du coup, ça donne un bon rendement des fonds propres, hein, presque 20%. Excellent dossier, hein, pour moi. Technip Energy, c'est très très bien. Et c'est pour ça aussi que c'est la première position du fonds. Hein. Donc superbe dossier, Technip. Alors, Metlen, voilà. Donc ça me pose un peu question parce que les multiples commencent à être élevés. Il faut peut-être les retraiter. Hein. Eux, ils ne regardent pas, en fait, même s'ils le mettent dans le rapport de gestion, ils ne regardent pas le PER ni le price free cash flow, ils regardent le cours sur autofinancement. Et donc, j'ai pas regardé ce multiple-là, mais je pense qu'il doit être faible pour qu'il ait mis cette boîte en portefeuille. Bonne rentabilité, il y a quand même un petit peu de dette. Hein. Et le dividende a été payé à crédit, puisque les free cash flow sont négatifs. Donc, Metlen, moi, je suis plutôt mitigé sur ce dossier. Hein. Elis, là, on est sur la blanchisserie industrielle, une superbe société de service qui fait de la croissance externe, hein, surtout pour faire de la croissance, c'est du service. On a un fonds de croissance qui est bien à 7%, donc externe plus organique.
la valorisation reste faible, hein. On est à 7 en VE sur EBITDA, ça c'est value. Alors il vaut mieux regarder le price free cash flow plutôt que le PE, hein, puisque c'est une boîte qui a pas énormément de croissance organique, donc elle dégage plutôt des free cash flow. Et à 11 en price free cash flow, c'est pas excessivement cher. 2,2 fois le EBITDA en dette nette, on n'est pas trop endetté. La rentabilité est correcte sans être exceptionnelle, hein. Petit aparté, il vaut mieux, en fait, ce qui est plus important dans une performance d'un portefeuille, d'une ligne, d'une action, ça va être plutôt l'expansion du multiple plutôt que la qualité intrinsèque. Alors c'est pas le cas pour les sociétés de croissance, hein, sociétés à croissance à prix raisonnable ou les sociétés de type qualité, hein. Là, on va regarder plutôt, qu'on a une bonne rentabilité et on va se laisser porter sur la durée. Là, quand on fait de la value, c'est surtout le rattrapage de décote qu'on va jouer, hein. Et donc, pour Elis, par exemple, on voit que, bon, même si la rentabilité n'est pas exceptionnelle, on a quand même une bonne décote, hein, sur les multiples de valorisation. Donc, c'est pas très cher payé. Moi, j'aime bien cette petite boîte. On est sur, par contre, il n'y a pas beaucoup de dividendes qui est payé, hein, voilà. Donc, c'est plutôt une boîte value, hein, typiquement. Score. Donc, moi, j'aime pas les assurances, hein. Score, voilà, je plutôt à l'écart. Il y a même un problème sur les bénéfices nets. Il y a quasiment pas de bénéfices. Ils versent un bon dividende, mais bon, je suis à l'écart du Score. Alors Téléperformance, je vous bassine avec cette société puisque je l'ai en portefeuille, donc je vous renvoie vers les vidéos. La thèse pour moi d'investissement reste intacte, hein. On est sur, une boîte qui, ne se fait pas forcément disrupter par l'IA. Alors il y a un problème de croissance qui est en train de revenir petit à petit. Les multiples de valorisation sont hyper bas, hein. On est, à 4 en price sur free cash flow, à 7 en valeur entreprise sur free cash flow si on regarde comme ça, ou à 5,5 en valeur entreprise sur EBITDA. C'est très peu cher, hein, les performances. Il y a un petit peu de dette, mais ils sont engagés à la baisser. Finalement, la rentabilité est quand même raisonnable, en 12% rendement des fonds propres. Voilà, donc tes performances, c'est volatile, attention, c'est pas pour tout le monde, mais moi, je trouve que c'est pas si mal, hein. Nexans, donc fabrication de câbles électriques, hein, pour jouer la thématique de l'électrification, donc c'est une bonne petite boîte, hein. C'est pas hyper chèrement valorisé. On a 8 en BE sur EBITDA, 14 le prend en presque cash flow. Bon, 14 en rendement des capitaux investis, bonne rentabilité, moins d'une fois les l'EBITDA en dette nette, c'est pas mal. Il y a un petit dividende qui est soutenable en plus, du point de vue des free cash flow. Donc Nexans, pareil, hein, ça se regarde, hein, c'est pas mal. Ensuite, on est sur SEB, là, consommation, discrétionnaire, je dirais quand même plutôt, hein. Du coup, sans difficulté, les multiples sont faibles. 7 en VE sur EBITDA quand même. La rentabilité, est correcte, hein, 9 en rendement des capitaux investis, c'est pas mal. 1,5 en termes de dette nette sur EBITDA, on n'est pas trop endetté. Un bon petit dividende qui est bien couvert par les free cash flow. Donc pour l'instant, le cycle n'est pas favorable pour SEB, donc vaut mieux peut-être, mettre le dossier de côté, attendre que le cycle se reprenne un petit peu. Mais évidemment, si, ça se reprend, le marché va, tout de suite faire monter les multiples. Donc voilà, ça reste intéressant à ce niveau quand même, pour jouer les multiples, mais il va falloir être patient. Soprasteria, ESN, le cycle, pour moi, mais je peux me tromper, hein, mais le cycle est en train de repartir sur les ESN. Et Soprasteria est un bon petit dossier, hein. Pour jouer les ESN, on n'est pas chèrement valorisé. On est à 7 en VE sur EBITDA, 7,6 à 8 en price free cash flow. C'est quand même pas cher, hein. 11,7 en rendement des capitaux investis. Donc une bonne rentabilité. Après, comme c'est pas très intensif en capital, vu que c'est de l'humain et de, on va dire, la créativité humaine et de l'intelligence, on n'a pas besoin d'investir beaucoup de capital. Donc rentabilité, plutôt convenable. On est à 1,1 fois les l'EBITDA en dette nette. Ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions, puisqu'on est, BFR négatif, si je ne me trompe pas sur Sopra, hein, puisque en fait on touche, les acomptes clients pour placer les consultants, on touche des avances, donc on n'a pas besoin de mettre du cash dans l'activité. Le dividende à 2,3 est intéressant, c'est pas exceptionnel, mais voilà, c'est, bien couvert par les free cash flow. Pour moi, c'est un bon dossier pour jouer la reprise des ESN. Ensuite, on est sur Covisio Hôtel, donc là, on est plutôt sur d'hôtellerie. Est-ce que ça s'analyse comme une REIT? Je pense que ça s'analyse comme une REIT, il y a beaucoup de dettes. Moi, c'est le type de dossier, auquel je suis que duquel enfin, auquel je me mets à l'écart, hein, parce que trop compliqué pour moi les REIT. Je sais pas les analyser, hein, en fait, tout simplement, et ça m'intéresse pas. LDC, pardon. Donc là, on est sur le leader français du poulet. Ils ont plus de concurrents en France, donc ils sont, très peu chèrement valorisés, parce que c'est pas une activité qui est très sexy, d'accord, bon. 6 en VE sur EBITDA, les free cash flow sont, à mon avis, sont impactés par une dépense en capital élevée. Je suis pas sûr que ça soit récurrent, hein. Je pense que c'est ponctuel. On est, sur une rentabilité qui est convenable d'un point de vue opérationnel, hein, 7,7% de rendement des capitaux investis, c'est bien. Cash net sur le dossier, très bien. Bon, c'est pas sexy, hein, comme activité, mais la value, de toute façon, ça vous amène sur des dossiers qui sont pas forcément sexy. Mais moi, je pense qu'il y a du potentiel sur LDC, hein, c'est pas mal comme dossier. Ensuite, Trigano, donc donc là, on est sur le camping-car, hein, on va dire, sur les véhicules récréatifs au sens large. Il y a eu quelques trimestres un peu difficiles sur les dernières années là, mais ça se reprend bien. On est, leader quasiment, enfin ils sont co-leaders, avec, quelques autres acteurs en Europe.
mais je crois qu'ils sont devant, hein, quand même. Ils gagnent des parts de marché. Bonne croissance quand même, multiple qui reste pas si élevé que ça. 8 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. 11 en PE, 16 en price to free cash flow, c'est pas très cher, hein, petit Gano. Rentabilité très forte, hein. Donc 19,5 en rendement des capitaux ici, c'est exceptionnel. 0,2 fois l'EBITDA en dette nette, quasiment pas de dette. Un petit dividende sympathique qui est versé. Bon, c'est un peu plus que le payout ratio qui est indiqué ici, vu que les free cash flows sont plus bas que les bénéfices nets. Mais voilà, alors ils continuent à faire la dépense en capital un peu élevée, hein. Ils ont de la croissance organique, c'est pour ça que les free cash flows sont plus bas que les bénéfices nets. Bon, et je pense qu'ils vont pouvoir monter ce dividende tranquillement, ils vont pouvoir continuer leur croissance. Donc Trigano, c'est un bon petit dossier également, qui est bien sûr un peu plus lié, c'est la consommation durable non, discrétionnaire, hein. Donc ça va être aussi impacté par l'état de forme du consommateur. Attention en Europe quand même, hein. Donc à avoir ça en tête. CIE Automotive, ça c'est un dossier. Je suis finalement content de le voir dans le fonds Indépendance AM, parce que c'est un dossier que j'ai vu il y a très longtemps dans un screener value. Et ça veut dire que mes critères de sélection sont plutôt bons, hein. Et donc CI Automotive, c'est un équipementier auto espagnol. Alors le désavantage quand vous êtes en particulier et que vous investissez en Espagne, c'est les retenues à la source sur les dividendes, et quand même il est un peu élevé, hein, le dividende, 3,8% de rendement du dividende, c'est intéressant. Et bien couvert par les voilà, je sais pas s'il est bien couvert par les free cash flow. Le payout ratio à 9%, si c'est quand même bien couvert par les free cash flow, on doit être à 40% de les payout ratio, donc ça c'est bien. Voilà, les multiples sont très bas comme tous les équipementiers auto qui sont en difficulté, mais alors dans la catégorie équipementier auto, moi je pense que Acwell est le meilleur dossier parce qu'ils ont une décote sur, je crois qu'ils sont cotés moins cher que leur cash, hein, donc bon petit dossier. Mais CIE, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, 6 en VE sur EBITDA, 3 en PE, c'est 11 en free cash flow, c'est vraiment pas très cher. On a 10,6 en rendement des capitaux investis, c'est bien, hein, et un petit peu de dette, mais rien d'inquiétant. Rendement des fonds propres à 68%. Je pense qu'ils rachètent massivement leurs actions, hein, pour avoir un rendement des fonds propres à ce niveau. Et ils rachètent leurs actions et ils les annulent, hein, puisque je rappelle, le rendement de fonds propres, c'est résultat net part du groupe divisé par une capitaux propres. Donc si vos capitaux propres ils sont en diminution parce que vous annulez les actions, bah, ça vous fait monter ce ratio en flèche, hein, et je pense que c'est le cas. Très bon dossier, hein, pour moi, CI Automotive. J'avais même écouté quelques conf call, plutôt pas mal, hein. Alors Vicat, en ayant ciment, j'ai soldé ma position. Je vous en dirai plus dans la mise à jour du portefeuille. Mais excellent parcours, hein. Moi, j'ai fait plus de 130% alors j'ai commencé ma ligne en janvier 2023 de mémoire, donc on va dire en un peu plus de 2 ans, 130%, voilà, donc excellente performance, et ça renforce le point que je vous disais, c'est que c'était, même si la rentabilité n'est pas exceptionnelle, c'était surtout un énorme rattrapage de décote, et c'est là-dessus que vous avez plus de performance. Donc Vicat, ça s'est très, très bien passé. Ça reste pas cher, hein, 7 en VE sur EBITDA, c'est pas du tout cher. 11 en PE, 8,5 en price to cash flow, c'est pas du tout cher. Moi, j'avais acheté quand il y avait des cotes sur actifs tangibles, ça explique la bonne performance, hein. Voilà, donc ça reste pas très cher, hein. Il y a un petit peu de dette, mais ils sont engagés à diminuer la dette. Donc plutôt bien. Moi, je prends mes gains plutôt parce que je pense qu'il y a du potentiel, plus de potentiel ailleurs, mais ça reste un bon dossier value. Alten, pour jouer la reprise des ESN, du conseil, on va dire, puisque c'est pas que de l'IT services, Alten, ils font aussi la R&D externalisée. Donc pour l'instant, on est sur les quelques derniers trimestres, c'était plutôt morose, mais du coup, on est sur des multiples les plus bas jamais vus pour Alten, hein. C'est au ras des pâquerettes, et c'est le plus bas jamais vu. Donc on a 7 en VE sur EBITDA, 7 en price to free cash flow. Il vaut mieux regarder les free cash flow en ce moment puisqu'ils n'ont plus de croissance organique, temporairement à mon avis. Donc ça fait monter les free cash flow. On est sur une rentabilité qui est bonne, hein, 10,4 en rendement des capitaux investis, c'est correct. Après, bien sûr, c'est pas très intensif en capital. 0,2 fois les l'EBITDA en dette nette. Donc pour moi, Alten, c'est le moment opportun pour, en tout cas, aller creuser le dossier si vous êtes intéressé, et pourquoi pas ouvrir une ligne si vous avez bien fait vos devoirs. Mais Alten, c'est tout à fait intéressant à ce niveau. Coface, moi je passe, j'aime pas les assurances. The Navigator Company, donc là, on est sur une société portugaise qui est verticalement intégrée, qui fait de tout ce qui est papeterie. Ils ont des exploitations forestières, hein. Tout à fait intéressant. On est à 6 en VE sur EBITDA, ça fait pas cher, hein, et moins de 10 en PE. Alors on rappelle les free cash flow, mais je crois qu'ils sont positifs, les free cash flow. Très bien, très bon dossier, 13,5 en rendement capitalisé, c'est très bien. Il y a un petit peu de dette, mais je pense que ça doit diminuer avec cette bonne rentabilité. The Navigator Company, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est un bon petit dossier. Théon International, donc ça, c'est orienté de défense, ça a trop monté maintenant, hein, donc ils prennent leur gain, c'est normal. Et moi, je pense que pour un particulier, pour investir maintenant, c'est pas le moment. C'est pas le bon timing, c'est trop chèrement valorisé. Il faudra attendre un trou d'air sur les valeurs de défense pour pouvoir se repositionner. TF1, on est sur les médias, filiale de Bouygues, et donc du coup, de ce qu'ils nous disent dans le commentaire de gestion, Bouygues se renforce en TF1, donc c'est un bon signe. C'est pas cher, hein, vous êtes
à 4 en VE sur EBITDA quand même. Après, il y a pas de croissance évidemment, hein, ça bouge plus sur ce secteur, mais écoutez, on n'est pas en décroissance. On a une, valorisation qui est faible. On a, bonne rentabilité opérationnelle, 9,3% rendement des capitaux investis et beaucoup de cash au bilan. Donc, on peut voir passer, des années, on peut toucher son dividende. En fait, surtout le dividende qui est intéressant sur TF1. 7% de rendement du dividende, quasiment. Alors, en payout ratio, on est quand même à 70%, donc méfiance, mais ça ne bougera pas plus, ça ne montera pas plus ce dividende, mais c'est déjà intéressant à ce niveau, hein. Et puis, on a beaucoup de cash au bilan, donc on a les moyens de verser. Donc TF1, moi, je le mettrais plutôt, c'est value, mais je le mettrais aussi plutôt dans une optique de rentier, un dividende, c'est intéressant. Ipsos, j'aime bien ce dossier, j'ai écouté pas mal de conférences call, donc c'est un peu dans la typologie conseil, ESN, communication, donc tout ce qui est voilà, du Publicis, du Havas, du Ipsos, du Sopra Steria, du Capgemini, du Accenture. Voilà, c'est tous des boîtes qui vont dépendre des commandes d'autres entreprises, hein, donc c'est commercial services au sens large. Eh bien, ça va se reprendre, je pense, hein, parce qu'on a eu les donneurs d'ordre qui sont un peu frileux ces dernières années, mais le cycle économique va reprendre, hein, puisque les indicateurs avancés, les PMI sont maintenant en expansion. Donc, tranquillement, ça va bien se reprendre. Il va y avoir de la commande qui va rentrer. C'est pour ça aussi que je suis confiant sur Téléperformance, hein. C'est aussi même typologie, hein, maintenant que du Ipsos, même si après, dans les segments, dans les verticales en particulier, c'est pas la même chose. Mais donc Ipsos, c'est plutôt enquête et plutôt conseil en voilà, voilà, plutôt de la data, hein, au sens large. Bonne petite boîte, hein. On est à 6 en VE sur EBITDA, 7,5 en price to free cash flow. Voilà, donc maintenant, eux, c'est une boîte qui dégage plutôt du free cash flow plus que des bénéfices nets. Donc ça se valorise plutôt par rapport au free cash flow. C'est pas cher du tout. On est sur un rendement des capitaux investis qui est très bon. On n'est pas intensif en capital aussi, hein, donc ça aide, hein. 11,4 en rendement des capitaux investis. Quasiment pas de dette. Ils font la croissance externe souvent, donc c'est typique d'une société de service qui va faire du maillage géographique en rachetant d'autres sociétés du coup plutôt d'enquête et d'enquête et de data au sens large. Bon petit dividende, hein, 4,5% de rendement du dividende, bien couvert par les free cash flow. Donc Ipsos, c'est tout à fait intéressant. Alors Steph, on est sur le leader français de la logistique, transport par camion. Eux, alors c'est pas cher en flux, hein, 7 en VE sur l'IDA, c'est pas cher. Et en fait, ici ça apparaît pas, mais il y a une décote sur actifs tangibles qui est l'immobilier, qui n'est pas valorisé en fait à la valeur du marché actuel. Donc ils ont beaucoup d'immobilier, et ça c'est leur motte à eux, hein. Donc, et ça, la valeur de leur immobilier, en fait, c'est beaucoup plus cher que la valorisation. Donc, Steph, vous avez disons la double marge de sécurité, les multiples qui sont faibles et derrière des actifs tangibles, concrets, l'immobilier qui est décoté. Donc, c'est une bonne petite boîte, rentabilité qui est correcte. Ils sont cash net en plus, un bon petit dividende. Donc Steph, ça se met, ça se regarde, ça se met dans watchlist, hein, pas mal. Técnicas Reunidas, c'est le Technip Énergie espagnol. Donc, même typologie d'investissement. Eux, ils ont un peu de décroissance par contre, mais ça, c'est pas très grave. Je pense que ça s'améliore sur les dernières années. Les multiples sont très faibles. On est sur une boîte qui est cash net, mais c'est le même modèle d'affaires que Technip Énergie. Donc, ils récupèrent du cash de leurs clients pour réaliser les contrats. Donc, bon petit dossier, très bien. Vous avez Tenaris en Italie, si vous voulez, voilà, la triplette des Technip Énergie en Europe, hein, Technip Énergie, Técnicas Reunidas, Tenaris, c'est très bien aussi, hein. C'est lié à la dépense en capital des pétroliers et gaziers, qui va, à mon avis, se reprendre un petit peu, puisque là, on a un cours du baril qui est un peu faible, mais avec la reprise économique qui se profile, on va avoir un baril qui va revenir, un Brent qui va revenir à 80 $. Et à ce moment-là, il y aura de la dépense en capital, hein. C'est comme mon ami, je peux me tromper, mais voilà, c'est ma vision. Hog Autoliners, on la connaît bien sur la chaîne, je vous renvoie vers les focus spécifiques. On est sur le fret maritime. Eux, ils transportent des camions et des voitures par bateau. C'est une boîte norvégienne et elle est hyper décotée. Le marché est très pessimiste sur ce secteur. Peut-être à raison, peut-être à tort, hein. Le marché voit surtout la guerre commerciale, mais pour l'instant, le multiple reste très bas, hein. Ça veut dire aussi que les bénéfices restent assez élevés. On est à 4 en VE sur EBITDA, 3 en PE et 8 en price cash flow. C'est pas cher du tout. Rendement des capitaux investis énorme. On est en haut de cycle, hein, sur rendement des capitaux investis. Il faut s'attendre à ce que ça baisse un petit peu la rentabilité. Mais bon, le multiple aussi bas, non, c'est pas, ça se regarde, hein, quand même. Donc, rendement des fonds propres à 55%, c'est une rentabilité excellente. Je crois qu'ils rachètent des actions pour les annuler, ce qui booste un peu ce ratio. Mais on a une fois les bilans en dette nette, c'est pas trop endetté, 3% de rendement du dividende et des rachats d'actions. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Je l'ai pas en portefeuille, mais je trouve ça intéressant à mettre en watchlist. Havas, ça, c'est un dossier que j'ai en portefeuille pour le coup. Une ligne qui a été ouverte récemment. Je crois qu'elle a été ouverte en mai, soit en avril, soit en mai. Je l'ai en portefeuille, donc depuis récemment. Je suis le dossier sur la chaîne, hein, vous pouvez regarder.
Donc là, on est dans la publicité et la communication. C'est le même secteur d'activité que Publicis. Maintenant, c'est pas du tout la même market cap. On est plutôt sur un petit acteur. On a 4 en BE sur EBITDA, c'est pas cher, 10 en PE et 8 en price free cash flow. C'est une boîte qui fait plutôt de la croissance externe, donc il vaut mieux regarder les free cash flow. C'est pas cher, hein, c'est pas cher du tout. À base, pardon, c'est pas cher du tout. 10% vraiment des capitaux investis, ouais, bonne rentabilité, c'est normal, c'est pas intensif en capital, quasiment pas de dette, ils sont cash net en fait, et ils rachètent des actions avec un dividende à 5,4%. Alors le bémol, c'est que c'est coté aux Pays-Bas et qu'il y a une retenue à la source sur le dividende, malheureusement. Mais ce dividende, alors il est un peu élevé, le payout ratio, parce que ils ont fait du dividende spécial. Je pense que il sera soutenable, hein, ce dividende. Après, en termes de payout ratio, c'est eu 50% qui pensent verser. Voilà, moi j'aime bien ce genre de petit dossier. Pareil, c'est un peu dans la même typologie que Ipsos, que Téléperformance, que toutes les boîtes de conseil. On va dépendre de la dépense comment on pourrait dire, dépense d'investissement des donneurs d'ordre, hein, donc ça va se reprendre. Et je pense que ce marché n'est pas disrupté par l'IA. En fait, ils s'en servent aussi, donc il y a du potentiel sur Havas, donc j'aime bien. Compagnie des Alpes, ça c'est une nouvelle ligne qui est rentrée en portefeuille. Donc je la vois souvent dans le Skinner Value, hein, et ça se comprend pourquoi ils l'ont mis en portefeuille, hein. On est sur 8 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. Alors la rentabilité n'est pas exceptionnelle, on est à 5,6% de rendement de capital investi, mais bon, c'est pas cher. 2 en termes de dette nette sur EBITDA, un petit peu de dette, mais c'est à la baisse, et un bon dividende qui est soutenable. Donc bon, c'est un bon petit dossier pour jouer le tourisme, hein, c'est pas mal. Ensuite, Électricité de Strasbourg, c'est une filiale EDF, hein, donc attention, état au capital, on se méfie toujours. Par contre, les multiples sont très bas, hein, 3,3 en DE sur EBITDA, c'est pas cher. 7,5 en PE et 8 en 9 en price cash flow. Pas cher du tout, excellente rentabilité opérationnelle, cash net sur le dossier. Bon, et vous êtes à quasiment à 8% vraiment du dividende, qui est soutenable par rapport au free cash flow. Donc ouais, ça se regarde évidemment en termes de multiples, hein. Après, moi, j'investis pas avec l'État au capital, mais si c'est pas quelque chose qui vous freine, ça se regarde. Surtout d'un point de vue plutôt rentier-dividende, hein. Bassac, on est sur la promotion immobilière, secteur sinistré en France, hein, et ça va pas s'améliorer à mon avis, hein. Donc les multiples sont pas si value que ça, pas si chers non plus, hein. Eux, ils s'en sortent, hein. Ils s'en sortent concrètement, ils résistent mieux au marasme que leurs concurrents. Donc bon, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas assez value en fait, vu la difficulté du secteur. Donc moi, je passerai plutôt mon tour sur ce dossier. Morel et Prom, donc c'est une société que j'ai en portefeuille. On dépend complètement du prix des hydrocarbures. Donc eux, ils le subissent de plein fouet. Mais maintenant, regardez-moi ces multiples. On a 2,5 en VE sur EBITDA quand même, c'est pas cher, 5 en PE. En price free cash flow, ça c'est le calcul du logiciel, hein, mais le free cash flow que communique le groupe est bien plus élevé. Il y a 250 millions de mémoire. Donc en fait, en price free cash flow tel que communiqué par le groupe, on est plutôt à 3. Donc Morel et Prom, c'est très peu cher, mais après, cette valorisation, elle embarque les risques géopolitiques, hein, parce que Morel et Prom nous perd quasiment que dans des pays qui sont risqués. Ils se sont fait suspendre la licence d'exploitation au Venezuela par les Américains. Peut-être que ça reprendra un jour. En tout cas, ils sont cash net, hein. Donc ils continuent à racheter des actifs et à faire monter le rendement de fonds propres, hein, qui est à 22%, ce qui est très 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 bien, hein. Pour une boîte qui est intensive en capital, c'est excellent. Vous avez un petit dividende en plus qui est sympathique, hein, 6,6% de rendement du dividende, qui est bien couvert par les free cash flow, qui ne sont pas à ce niveau-là d'ailleurs. Donc très très bien. Donc moi j'aime bien Morel et Prom. Maintenant il faut être on va dire insensible à la volatilité sur ce dossier, hein. C'est pas pour un rentier en fait. Même s'il y a un bon rendement du dividende, la volatilité pourrait vous empêcher de dormir. C'est pas mon cas, mais je comprendrais que ça soit le cas. Si vous êtes plutôt averse à la volatilité. Alors, via les compagnies, donc là on est plutôt sur une boîte financière qui a des participations dans Bourse Direct, dans un broker interbancaire dont j'ai oublié le nom, et encore une troisième activité. Donc, via les compagnies est moins valorisé que ses participations. C'est ça la thèse d'investissement. En PE, on a moins de 10. Voilà, ça se regarde d'un point de vue, si vous aimez être exposé à des activités financières, c'est pas cher. Via les compagnies, un dividende à 3%, bon, bien soutenable. Pourquoi pas? Moi, c'est pas vraiment un dossier qui m'intéresse, mais pourquoi pas? Alors, de Vive-Bourg, on est sur plutôt une utilities, et c'est du recyclage initialement, leur activité principale, c'est le recyclage des métaux. Et ils ont pris une participation dans Elior pour aider le management à le redresser. Intéressant. C'est plutôt, à mon avis, un mouvement financier plus que une intégration opérationnelle, hein. Donc, et de Vive-Bourg, j'aime bien ce genre de dossier. Les recovery, en fait, c'est là-dessus que vous pouvez faire des multiples on va dire des culbutes les plus importantes, impressionnantes, parce que c'est plus risqué aussi, hein. Si vous avez une recovery qui se passe mal, là, ça vous faites massacrer.
Donc, plus vous prenez tôt la recovery, plus vous avez des potentiels de doubler votre investissement, de tripler, et plus vous avez le risque également de vous prendre une tôle, hein, ça c'est évident. Sur de Richebourg, ça se passe bien. On a 5,5 en VE sur EBITDA, moins de 10 en PE et 6 en price to free cash flow. C'est une boîte qui dégage les free cash flow, donc on va plutôt regarder ce multiple-là et il est vraiment pas cher. Donc de Richebourg, c'est très peu cher. 7% de rendement du capital investi, c'est bien, et ils arrivent à se désendetter. Il y a quelques trimestres, semestres, ils étaient au-delà de 3 fois les bidas en net, donc c'était dangereux. Maintenant, c'est de plus en plus sécurisé, donc ça se passe bien pour de Richebourg. C'est un bon dossier. Moi, j'aime bien ce petit dossier de Richebourg, hein. Voilà, il faudrait que je mette à jour l'analyse, le focus, hein, mais très très bon petit dossier value. Saventia, là c'est un dossier plutôt deep value parce que vous avez une décote sur actifs tangibles. Ça fait très longtemps qu'il y a une décote sur actifs tangibles. Ça a été longtemps un value trap. Ça a l'air de s'améliorer un petit peu. Je crois qu'ils changent la gouvernance. Enfin, il faudrait voir, mais les multiples de flux sont très bas. 4 MBE sur EBITDA, décote sur actifs tangibles, rentabilité convenable, mais pas exceptionnelle, hein. Une fois l'EBITDA net, bon, Saventia, c'est défensif, hein. C'est la consommation non discrétionnaire, c'est du fromage, hein. Donc, tout ce qui est nourriture, ça va être non discrétionnaire. Voilà. Après, c'est exposé à la France, donc c'est peut-être à prendre en compte, mais voilà, c'est très très peu chèrement valorisé. Donc, bon petit dossier, j'aime bien. GL Events, on est dans l'événementiel. Les multiples commencent à monter un petit peu, hein. 8 en BE sur EBITDA, 13 en PE, 13 en price to cash flow. Bon, ça reste pas cher, évidemment. Bonne rentabilité opérationnelle. Attention, alors là, je pense qu'il faut retraiter la dette. On ne doit pas être à ce niveau de dette. Il doit y avoir de l'obligation locative, hein, l'IFRS 16. Donc, il faut voir quel est le niveau réel de dette nette sur EBITDA hors obligation locative. On doit être en dessous de ça. Ça se regarde. C'est pas une type d'activité que je trouve très très intéressante, mais pourquoi pas. Voyageurs du monde, le tourisme, donc recovery exceptionnel. Ça commence à être un peu tiré, un peu élevé les multiples, hein. Donc là, je pense que c'est plus value. Si vous êtes dessus, c'est un peu le moment, à mon avis, de prendre, commencer à prendre ses bénéfices. Ça commence à être une boîte de croissance à prix raisonnable, hein, une bonne croissance quand même, bonne recovery, 8,6%, rentabilité qui est bonne à 16% et vous êtes cash net sur le dossier. Le cash que l'entreprise a, c'est les acomptes clients, hein, donc c'est pas forcément son cash à elle, mais ça lui permet d'avoir des intérêts de placement. Donc pas mal, voyageurs du monde, mais c'est plus un dossier value. SAF Hollande, eux, c'est de l'attelage pour les poids lourds, donc ils vont en business plutôt récurrent, c'est pas cher, 5 en VE sur l'IDA, 5 en free cash flow, plutôt une boîte qui dégage des free cash flow. Rentabilité qui est correcte, 2 fois l'EBITDA net. Bon, c'est un peu endetté quand même, mais c'est pas cher, hein. Donc ça, c'est un bon petit dossier aussi à mettre en watchlist, hein. Pas mal. Après, c'est cyclique, évidemment. Synergie, c'est de travail temporaire. On est sur l'intérim. Je ne sais pas si c'est son diversifié international. Dites-moi ça si vous avez en commentaire. Mais bien sûr, ils vont dépendre des dépenses d'investissement, en tout cas des commandes des clients. Donc les donneurs d'ordre, hein, toutes les boîtes qui font appel à l'intérim. Je sais pas, non, par exemple, Aéroport de Paris, par exemple. Donc on est sur 4 en VE sur EBITDA, c'est pas cher, 14 en PE, 14 en price free cash flow, c'est peu cher, 7% rendement des capitaux investis et cash net sur le dossier. Donc c'est plutôt pas mal, c'est value, synergie, ça se regarde. C'est cyclique, attention. Groupe Crit, c'est la même typologie. C'est travail temporaire, intérim, un petit peu de croissance, mais pas énormément, multiple très bas, encore plus bas que synergie. Donc à choisir, moi je pense que Groupe Crit a plus de potentiel, cash net sur le dossier. Rentabilité correcte, bon voilà, ça se regarde aussi, hein, cyclique également. OB, donc là, c'est la thématique ESN. C'est le même topo que toutes les autres thématiques qui vont dépendre de la dépense d'investissement et des commandes des autres entreprises, hein, les grands groupes, des grands donneurs d'ordre. Ça va se reprendre. Pour moi, les ESN, la trajectoire est maintenant en amélioration. Donc, c'est pas value, hein, OB. Je pense que c'est un peu cher même pour William Evans, hein, mais bon, il a toujours un portefeuille. On est sur un dossier plutôt croissance à prix raisonnable, hein. Vous avez toujours un bon fonds de croissance. Sur les dernières années, ça a quand même beaucoup ralenti, mais ça va se reprendre. Et vous avez des multiples qui sont raisonnables, mais pas value. C'est un peu cher maintenant. Cash net sur le dossier, bonne rentabilité. Donc voilà, plutôt pour un investisseur dans la croissance. Energy Group, donc là, on est sur les médias. La chaîne alors, ils ont perdu leur licence de télévision, mais je crois qu'ils perdaient de l'argent sur cette activité. Et ils ont évidemment la chaîne de radio. Et ils sont cash net, en fait. Donc c'est plutôt un dossier à situation spéciale. Multiple de valorisation très faible, hein, 3,5 en entreprise solida. Bon, rentabilité correcte, un peu faible. Rentabilité un peu faible, hein, à dire vrai. Donc attention. Mais ils ont beaucoup de cash au bilan et de temps en temps, ils font du dividende. Enfin, ils font du dividende à 4% avant du dividende, hein, bien couvert. Et en fait, là, tout le monde joue un peu le dividende spécial, hein, puisqu'ils vont sortir le cash à un moment donné et le rendre aux actionnaires. Donc voilà, ça se regarde dans cette optique. Moi, je pense que là, c'est plutôt, pour l'instant, c'est plutôt un value trap, donc plutôt à l'écart. Guida, moi j'aime bien, c'est de la consommation, c'est lié à la consommation non discrétionnaire, parce que c'est de l'emballage alimentaire, donc c'est nécessaire en fait
dans l'activité quotidienne, hein. Vous avez besoin d'emballer vos fruits et légumes, donc c'est une bonne petite activité résiliente, c'est un groupe familial en plus. Toujours un bon fonds de croissance et une valorisation qui est faible, 5 en VE sur EBITDA, 10 en PE. Moi, je pense que ponctuellement, là, ils ont une dépense en capital importante, mais structurellement, je pense ils dégagent du free cash flow. Donc, il faudra plutôt regarder une type de free cash flow sur la longue route. Un VE sur EBITDA, c'est quand même très peu cher. On est sur 8% dans les capitaux investis. C'est une activité qui a intensive en capital, hein, donc cette rentabilité, elle est pas mal en fait, hein. On a quasiment pas de dette au bilan et un dividende qui est soutenable. Donc, Goumdi là, j'aime bien, hein, c'est un bon petit dossier. Cadient, là, j'aime moins parce que c'est l'ancien Néopost qui est en fait sur on va dire un changement d'activité. Il essaye de trouver des relais de croissance, mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont un peu trop endettés. Donc, et ils versent des dividendes alors qu'ils sont endettés. Je trouve cette allocation du capital pas terrible. Et pour l'instant, la croissance ne revient pas. Alors, il faut regarder la croissance par segment d'activité, puisque leur activité traditionnelle, qui était les automates de poste, est en train de tomber. Est-ce que les autres activités, ils font du logiciel maintenant, sont en train de est en train de croître? Il faut regarder ça en fait séparément. Là, si on prend comme ça la croissance globale, c'est pas engageant. Donc plutôt à l'écart de Quadient. Mersenne, j'aime bien. On est sur la thématique, donc eux, ils font tout ce qui est du graphite en fait pour les batteries électriques et les câbles électriques, etc. Donc c'est une bonne petite activité qui est liée à l'électrification de l'économie, donc c'est une tendance séculaire. On est sur des multiples qui sont faibles, 6 en VE sur EBITDA. Attention que les free cash flow sont élevés, mais à ça, ils expliquent très bien que c'est parce qu'il y a une dépense en capital qui sera ponctuellement élevée, mais les free cash flow vont revenir dans les prochaines publications, donc très bien. Bonne rentabilité, un peu de dette sur la scène, attention. Ça intensifie le capital, ils sont endettés pour la croissance, hein, donc c'est pas une mauvaise, moi je pense que c'est un bon petit dossier. C'est pas trop chèrement valorisé, plutôt pas favori maintenant dans un bas de cycle, on va dire, mais c'est en train de se reprendre, donc intéressant. Jacques Metals, on la suit sur la chaîne, c'est un dossier que j'ai en portefeuille, c'était un dossier deep value, on avait une décote sur stock. Maintenant on n'a plus de décote sur stock, mais de mémoire, hein, mais on a une décote sur actifs tangibles. Il y a aussi de l'immobilier, hein, sur Jacques Metals. Donc eux, ils font la distribution d'acier spécial. Donc l'acier, c'est un peu massacré en Europe à cause du dumping chinois. Le jour où il y aura du protectionnisme européen, ça va fortement aider tout ce qui est sidérurgie, hein, donc tous vos Arcelor, vos Aperam, vos Acerinox, etc. Ça va bien se reprendre. Et Jacques Metals également. Donc c'est très cyclique. Les multiples de flux sont un peu élevés parce que les flux sont bas actuellement, parce qu'ils font pas de bénéf, hein. Mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas un mauvais timing parce que vous avez toujours une décote sur actifs tangibles. Donc c'est un dossier qui est excellemment bien géré. Le management est très bon. Et bon, il y a un petit peu de dette. On a l'impression qu'il y a un petit peu de dette, mais en fait, il faut regarder le gearing, c'est l'endettement par rapport aux capitaux propres. On est à moins de 30. Ici, c'est parce que l'EBITDA est élevé, que le levier en termes de dette nette a l'air élevé. Jacques Metals continue à aimer. C'est cyclique, mais vous avez une marge de sécurité sur les actifs tangibles, donc c'est sympa. Danco, même typologie d'investissement que Hog Autoliner. On est sur le fret maritime. Alors eux, ils transportent plutôt du pétrole et du gaz, enfin des produits pétroliers. Donc très cyclique, attention, mais le marché est hyper pessimiste sur ce secteur d'activité. On a 3 en VE sur EBITDA, 3 en PE, 6 en post cash flow. C'est vraiment très décoté. Vous avez 30% de décote sur actifs tangibles. Alors de quoi sont constitués les actifs tangibles pour Danico? C'est les navires, évidemment, la flotte. Donc très bonne rentabilité, hein, 20% de rendement de capital investi, c'est excellent. Donc on est en haut cycle, hein, évidemment, mais est-ce que le cycle est en train de s'écraser? Bah, le marché a l'air de dire que oui, vu les multiples qu'il met, mais en réalité, moi je pense pas. Donc on est un peu endetté, mais pas trop, et ils rendent autant de cash que possible. 16,6% du dividende, ça c'est bien. Attention qu'en payout ratio c'est élevé, mais en fait c'est parce que ils vont pas verser du dividende à ce niveau-là ad vitam aeternam. Là, ils savent que le cycle est quand même encore un peu favorable, donc ils rendent du cash aux actionnaires parce qu'ils n'ont pas forcément d'opportunité d'investissement, et c'est une excellente décision d'investissement, une excellente décision d'allocation du capital. Donc Danico, c'est un dossier qui est tout à fait intéressant. C'est un dossier italien. Attention, il doit y avoir de la retenue à la source sur le dividende, malheureusement. Delta Plus, leader dans l'équipement de protection individuelle. Donc ça va être lié au cycle d'investissement risque dans l'immobilier, dans l'infrastructure. Moi, je pense que c'est pas encore favorable d'un point de vue cycle. C'est un peu chèrement valorisé. On est à 10 en VE sur EBITDA. Donc ça commence à être un peu cher. Une bonne rentabilité quand même. Un petit peu de dette. Un petit dividende qui n'est pas très intéressant à ce niveau. Mais bon, voilà. Ça se regarde plutôt dans une thématique croissance appelée raisonnable maintenant, puisque c'est un peu chèrement valorisé. Enfin, en tout cas, plus chèrement valorisé que le dossier value. La croissance sur les dernières publications n'est pas exceptionnelle, mais évidemment, ça va se reprendre, hein, sans problème. Donc Delta Plus, ça reste un bon dossier, mais c'est peut-être pas un bon timing. Sword Group, une ESN, même constat, même topo que les autres ESN.
Celle-ci, elle est qualitative, hein, donc les multiples reflètent cela, hein. C'est un peu élevé en termes de multiples. Excellente rentabilité, hein, donc c'est un dossier qualitatif. On est cash net sur le dossier, donc très bien. Et vous avez un dividende qui est intéressant, hein, 5,3%. Alors le payout ratio est élevé, par contre, 73%. Ce qui veut dire aussi qu'ils n'investissent pas fortement dans l'activité non plus. Swordgroup, ça se regarde. Franchement, ça se regarde, hein. C'est qualitatif, mais ça va pas être pour un investisseur value. Foot and Pajot, là, on est sur on est sur des bateaux de plaisance. C'est très cyclique. C'est de la consommation durable discrétionnaire. Donc, en ce moment, c'est évidemment pas favorable, hein. Ça se passe pas trop bien d'un point de vue croissance. On a 2 en VE sur EBITDA, 3 en PE, hein. Donc, évidemment, le marché est hyper pessimiste sur ce dossier. Free cash flow négatif, mais bon, ça peut s'expliquer, hein, s'il y a une dépense en capital intensive sur les 2 derniers mois. C'est pas cher. Voilà, bonne rentabilité, 29% en moins que de temps investi. Cash net, vous avez de quoi patienter. Donc le risque que vous avez là-dessus, ça va pas bosser beaucoup plus, hein. C'est juste que ça végète au niveau actuel. Et puis le jour où ça va se reprendre, vous pouvez facilement passer de 1,7 en VE sur EBITDA à 3,5. C'est rien, hein. Pourtant, vous doublez votre investissement, hein. Donc voilà, sur Fountain Pajot, ça va juste être un problème de timing, hein, voilà. Gévelo, là, c'est un dossier typique des investisseurs value. Vous l'avez, les Dobas, ils en parlent depuis 10 ans. Loïc Abadi de l'Esprit Argent, il en parle depuis 10 ans. Enfin, dossier deep value, pas très bien géré. Ils sont sur un secteur, donc c'est des pompes qui, en fait, leurs clients, ce sont les pétroliers. Donc voilà, c'est un petit dossier qui dit vote 5 en VE sur EBITDA, c'est pas cher, 30% des codes sur actifs tangibles. Donc c'est un dossier deep value, c'est un ça peut être un value wrap, attention, hein. Vous êtes cash net sur le dossier, donc peut-être qu'un jour, il y aura un changement de gouvernance et qu'ils vont vous rendre le cash. Voilà. Gévelo, ça peut se garder en fond de portefeuille dans une optique deep value, mais il va falloir être très patient, hein, sur ce dossier. Donc moi, je pense que c'est pas très intéressant. Vente unique, bonne croissance, hein, c'est un peu cher, donc c'est croissance à prix raisonnable, on va dire, bonne qualité, cash net. Donc voilà, typique de dossier croissance à prix raisonnable. Attention qu'à mon avis, c'est quand même de la consommation discrétionnaire, ça peut souffrir, hein, comme dossier. Donc il faut se méfier. ADM Partner, donc là, on est sur du data consulting et sur du consulting marketing. En marketing, voilà, c'est même topo que les ESN, que Téléperformance, que les services professionnels ou services commerciaux. Ça va dépendre des dépenses des donneurs d'ordre. Ça va revenir, ça va se reprendre, donc c'est pas value, mais c'est pas cher. Bonne rentabilité, c'est pas intensif en capital, pas trop de dettes. Bon petit dossier. Voilà, c'est un bon petit dossier, plutôt de croissance à prix raisonnable maintenant. Pouvoula, donc là, on est sur le spécialiste des cheminées, si je ne me trompe pas. Ça, c'est, à mon avis, une erreur de sélection, hein. Ils sont vautrés, hein, sur Pouvoula. Heu, donc les multiples sont en termes de price to cash flow, c'est pas très élevé, mais en termes de VE sur EBITDA, c'est 1 PV. Il y a beaucoup de dettes. Il faut voir, je pense pas qu'il y ait des obligations locatives dans cette dette-là. Donc je pense qu'on est vraiment à ce niveau d'endettement. Pour moi, il y a trop de dettes sur Pouvoula, c'était pas très intéressant. Moulinvest, donc là, en fait, c'était un dossier qui a profité de l'inflation sur les copeaux de bois, etc. Enfin, tout le bois qui rentre dans les poêles à bois, en fait, pour se chauffer. Donc ça, c'était intéressant pendant un moment. Et après, quand le bois a monté, évidemment, et puis là, le bois s'est craché. Heu, donc ça a été, ils ont souffert, hein, sur ce dossier, Indépendance AM. Bon, c'est 6 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher, 3,4 en free cash flow. Donc il y avait pas de croissance sur les quelques derniers trimestres. Là, ça s'améliore. 10% de décote sur actifs tangibles, pourquoi pas? Rentabilité très faible et un peu de dette. Donc je pense que Moulinvest, donc là, ça s'est repris, hein, ça a repris 25%, mais c'est pas très, très, très qualitatif, hein. On rappelle, ouais, Indépendance AM, leur philosophie, c'est quality value. Value, oui, quality, bof, pas vraiment, Moulinvest. Bon, donc là, on a envie de tout le fonds Indépendance AM, tout le fonds France. Si je vous donne une liste on va dire un top 5. Mais évidemment, je vais vous donner le top 5 des valeurs que j'ai en portefeuille, hein. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais Téléperformance, ça va être volatile. Alors, Guica, je suis plus actionnaire, mais ça reste très peu chez nous. Qu'est-ce que j'aime bien encore? Sopra, j'aime bien. Ça, je l'ai pas en portefeuille, mais c'est quand même pas très cher et c'est quand même une large cap, donc vous avez moins de volatilité sur la large cap. Ogotoliner d'Anico, c'est incroyable, c'est multiple. Ipsos, j'aime bien. TF1 dans une optique rentier. Alten, c'est intéressant. Havas, évidemment. Alors Viel, un peu moins. Moi, je suis moins intéressé, mais De Richebourg, intéressant. Saventière, peut-être un value trap, mais ça se reprend. Groupe Dila, j'aime bien.
Mersenne, pas mal. Jackie Metal, j'aime bien. D'Amico, c'est bien aussi. Ça va être, attention, un peu volatile. Sword Group, c'est de la bonne qualité, mais c'est pas value pour moi. Donc voilà. D'un point de vue value, je vous ai donné mes pistes. Allez creuser de votre côté. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.